Merci à Interphone d'être partenaire de cette 3e saison du podcast des entrepreneurs inspirants. Interphone, l'opérateur télécom 100% dédié aux entreprises. Et je me souviens, le plus jeune qui a aujourd'hui 22 ans, à l'âge de 5 ans, un dimanche, me disait « Maman, j'aimerais tellement que tous les jours s'appellent dimanche ». Là, j'ai réalisé effectivement que c'était pas facile pour eux et en tant qu'entrepreneur encore aujourd'hui, donc mes enfants ont 26 et 22 ans, mon fils me disait encore il n'y a pas longtemps « Maman, est-ce que tu trouves normal que je doive prendre rendez-vous avec toi pour te voir ?» Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Isabelle Damoiseau-Delnoy, fondatrice et CEO d'IDD Up. Je suis Geoffroy Josquin et je suis impatient de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Isabelle, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Geoffroy. Alors, je vais bien parce que je vais toujours bien. C'est chouette ça. Oui. Alors pour commencer, pourrais-tu partager avec nous un peu plus sur toi-même et sur ce que tu fais actuellement ? Alors, donc comme tu l'as dit, je m'appelle Isabelle Damoiseau-Delnoy, j'ai 2 noms de jeune fille. Je suis à la tête donc d'une agence de communication, marketing et relations publiques qui s'appelle IDD Up. J'ai 53 ans, j'ai 2 enfants et je suis déjà grand-mère d'un petit garçon qui va bientôt avoir 4 ans. Peux-tu nous emmener au travers les moments clés de ton aventure entrepreneuriale ? Puisque je pense que toi, c'est une aventure, tu as d'abord connu une vie, un peu comme moi, de salarié, et puis c'est plutôt une histoire d'une reconversion. Et à partir du moment où cette reconversion, peux-tu un peu partager les différentes étapes cruciales de cette aventure ? Oui, bien sûr. Donc, je suis indépendante à titre principal depuis le 25 mai 2018. Donc, c'est encore très, très frais dans ma mémoire. J'ai commencé seule avec une seule mission. Et puis, je me suis développée rapidement puisqu'on était jusqu'à 8. Aujourd'hui, donc, nous sommes 6. Et donc, les éléments clés, ce sont les éléments, finalement, la progression, le développement d'une société classique. On engrange les contrats, ce n'est plus possible de les assumer seul. On a envie de s'entourer de gens encore bien plus compétents que soi et complémentaires à ces compétences, forces et talents. Et donc, au fur et à mesure des années, j'ai pu attirer de nouveaux talents à moi. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir une équipe. Et justement, ce switch entrepreneurial, donc passer de salarié à entrepreneur, quel était le déclic qui a fait que tu as décidé de te lancer ? Je m'ennuyais, en fait. Donc, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai une dizaine d'années de cabinet politique derrière moi en région wallonne et j'ai terminé au Parlement européen. Et donc, je vais dire que je n'étais plus alignée aux valeurs de l'environnement dans lequel j'évoluais à ce moment-là. Et puis, j'ai démissionné. Et je me suis demandé que vais-je faire du reste de ma vie. Et l'entreprise m'était complètement inconnue. Donc très rapidement, j'ai été engagée dans un des 6 pôles de compétitivité wallons au sein du pôle Greenwin, où là en fait j'ai appris ce qu'était une entreprise, un centre de recherche, un département universitaire, puisque dans les pôles de compétitivité, on mène des projets ambitieux, hautement technologiques, qui ont pour objectif de réindustrialiser la Wallonie. Donc finalement, je poursuivais ma mission, celle que j'avais acceptée avec beaucoup de passion dans les cabinets. Et donc après 6 années, en tant que responsable communication et marketing, j'avais fait le tour également. Et puis je me suis dit, ok, j'ai 48 ans, je me lance aujourd'hui ou ce sera trop tard. Et donc, j'ai à nouveau démissionné et pour fonder IDD Up, la société que tu connais bien aujourd'hui. Quand tu dis agence de communication, la communication c'est très large. Est-ce que vous avez une spécialité ou vous faites vraiment du 360 ? Alors, on n'est pas vraiment 360 parce qu'on n'intervient pas là où nous jugeons qu'il y a plus experts que nous. Mais c'est vrai que nous
accompagnons les entreprises dans beaucoup de secteurs différents. Alors, je dirais que notre force, c'est le marketing digital, mais pas que. Et d'ailleurs, pour certains clients, dont l'Agence spatiale européenne, eh bien, nous nous occupons de toute leur communication externe. Donc, ça va du site web aux réseaux sociaux, aux relations presse, à l'organisation d'événements un petit peu partout en Europe. Donc, c'est vrai que on peut accompagner les entreprises très loin. Et on a des spécificités en fonction de mes collaborateurs. Donc, on s'investit depuis la fin de l'année 2022 dans l'intelligence artificielle. Donc, on forme aujourd'hui aux intelligences génératives et plus particulièrement à ChatGPT, qui reste encore la meilleure IA générative aujourd'hui. Et personnellement, je forme au nudge marketing. Et on n'est pas beaucoup en Wallonie. Je pense qu'on est 2 ou 3. Et donc, ce qui permet vraiment d'accompagner de manière pointue et autrement les entreprises qui nous font confiance. La différenciation, justement, dans la communication est un élément important. Comment est-ce que vous, justement, vous mettez en avant ce côté différenciation par rapport à d'autres agences, puisque le secteur, il y a quand même pas mal de concurrence au niveau sectoriel. Oui, tout à fait. Maintenant, je n'ai pas envie de parler de concurrence. Je dirais plutôt que ce sont des collègues, des confrères. Je crois qu'on a tous nos spécificités et c'est intéressant aussi de travailler ensemble. Et on travaille avec certaines agences de communication. Maintenant, ce qui nous différencie, je pense que c'est aussi la manière dont on aborde les relations avec les clients, la psychologie de la communication dont on fait preuve, la proximité aussi avec les clients, la disponibilité. Alors, on dit de moi que je travaille beaucoup et c'est vrai que c'est aussi ça qui nous différencie, c'est qu'à un moment donné, je suis accessible, je suis flexible et agile. Donc, ça veut dire qu'on peut me contacter 7 jours sur 7, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais on n'est pas loin. Et alors, on intègre le développement et on intègre le développement personnel comme vecteur de succès. Oui. Donc en fait, je me suis rendu compte que on a pas mal d'entrepreneurs et paradoxalement parfois parce que ils ont des équipes relativement importantes derrière eux, on est confronté à des CIO qui manquent de confiance en eux ou qui ont du mal à gérer leurs émotions ou qui ont des croyances limitantes et donc les accompagner aussi dans finalement ce qu'on pourrait appeler du mentoring permet d'atteindre des résultats beaucoup plus rapides et surtout beaucoup plus durables. Y a-t-il une personne ou un événement spécifique qui ont influencé ta décision de devenir entrepreneur? Je crois que et je le dis très humblement, je crois que la personne qui m'a le plus inspirée, c'est moi-même, c'est mon parcours, c'est la volonté que j'avais à un moment donné de changement et cette volonté que je voulais d'accompagner les entrepreneurs et de les faire grandir, c'est la raison pour laquelle je me lève le matin et de croire finalement en mes capacités d'avoir mon propre projet. Cette envie d'entrepreneuriat, tu l'avais déjà eu avant de te lancer ou ça a vraiment été au moment de ce déclic? Alors pas du tout parce que donc au niveau familial, il n'y avait pas d'entrepreneur. Donc si ce n'est peut-être mes arrière-grands-parents qui avaient une ferme et donc voilà, mais donc je n'ai jamais été en fait boostée à devenir entrepreneur, que du contraire, la croyance avec laquelle j'ai grandi, c'est celle qu'il faut avoir un job stable, si possible le même job pour toute une vie, donc travailler pour quelqu'un et avoir la garantie finalement une garantie salariale. Et j'ai fait tout autre chose. En tous les cas, ce n'est pas le cadre familial qui m'a donné cette envie de devenir entrepreneur, mais plutôt à un moment donné, une volonté disruptive de se dire « Ok, j'ai fait le tour du salariat et maintenant j'ai vraiment envie de mener mon propre projet. » Et justement, comment est-ce que tes proches ont réagi à cette décision de devenir entrepreneur? Un peu catastrophe, hein. Donc se dire, mais enfin, quand on travaille au Parlement européen, qu'on gagne bien sa vie, moi j'ai travaillé pour la Commission agriculture et c'est vrai que les dossiers de fond me passionnaient vraiment et je me suis vraiment totalement investie. C'est de se dire, mais enfin, pourquoi lâche-t-on la proie pour l'ombre, hein? Ça, c'est texto, l'expression que j'ai entendue. Et c'est de les rassurer en disant, voilà, maintenant j'ai découvert ma voie et ne vous tracassez pas, je vais y arriver et je serai aussi performante que dans mes vies professionnelles passées. Et ça les a rassurés? Je pense qu'ils n'ont jamais eu beaucoup d'inquiétude par rapport à mes compétences et à ce que je pouvais accomplir. Oui, à un moment donné, ils ont lâché prise.
Donc si tu avais l'occasion de revisiter ton parcours, ou forcément une partie de ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Je pense que non, que je ne changerai rien parce que la non-atteinte de certains objectifs m'ont fait grandir et m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui et d'être aussi plus exigeante. Donc non. Oui, donc pour toi, chaque étape était un passage obligé pour l'étape suivante. Oui, pour évoluer, tout à fait. Quelles ont été tes sources d'inspiration majeures pour toi en tant qu'entrepreneur, qu'il s'agisse de lecture, parce que je vois que tu es venu avec Oui, je suis venue livres, avec plusieurs livres, oui, tout à fait. ou voire de mentors ou d'expériences vécues, donc quelles ont été tes sources d'inspiration principales? Alors, une source d'inspiration, ça a été mon frère. Donc, lui est ingénieur civil. Il a toujours été à la tête d'une entreprise, même si ce n'était pas les siennes. Et donc, j'ai beaucoup appris à ses côtés. Et puis, donc, j'ai été à un moment donné coachée en 2018 par Étienne Van de Kerkhove. Qui a été manager de l'année Oui. quand il a vendu Iris à Canon. Et donc, je pense que sans lui, je n'aurais pas évolué de la même façon. Donc, je me souviens, à un moment donné, il me dit, voilà, tu as beaucoup de travail, etc. Tu dois absolument déléguer. Il m'a convaincu d'engager ma première collaboratrice. Et donc, ça a tout changé. C'est lui qui m'a permis, à un moment donné, de me sentir suffisamment forte en termes de vision aussi stratégique que pour me dire, OK, maintenant, je vais grandir, je suis prête. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, on a été jusqu'à 8 chez IDD Up. Maintenant, la raison pour laquelle on est 6 aujourd'hui et que je n'ai plus l'intention d'engager, c'est parce qu'on est racketté tous les mois par l'État ici en Belgique. Donc ça, c'est la première raison. Et puis, parce que la pression, en fait, est énorme. Et aujourd'hui, voilà, j'aspire à autre chose que d'avoir cette pression quotidienne qui fait que je dois absolument ramener un chiffre d'affaires. Et justement, par rapport au fait de l'engagement, comment est-ce qu'on trouve et surtout qu'on garde les talents aujourd'hui? Ah, ça, c'est une excellente question. Moi, en tous les cas, dès la première collaboratrice, je me suis dit, OK, il est hors de question que je fasse subir à mon équipe ce que moi, j'ai subi en termes de management. OK, donc, quelle que soit l'expérience professionnelle passée. Et donc, je me suis dit, OK, vers quoi est-ce que je vais me diriger? Et je me suis très vite rendu compte que l'entreprise libérée, donc ce qu'on appelle le lacratie, me convenait particulièrement bien. Et donc, aujourd'hui, moi-même, j'aime pas trop les contraintes hiérarchiques, donc je ne les impose pas aux autres. Il y a peu de hiérarchie chez IDD Up, même si, in fine, je prends les décisions et que j'investis, c'est moi qui investis. Mais je ne pense pas avoir pris jamais une décision qui allait à l'encontre de mes collaborateurs. Donc voilà en fait ce qui m'a inspirée. Et je dis toujours en fait aux entrepreneurs qui sont à mes côtés et parfois même aux clients pour les inspirer ou en tous les cas les faire réfléchir que je suis bienveillante dans 2 cas de figure. Avec mes enfants et avec mon équipe. Donc, avec les autres parties prenantes de ma vie, je suis empathique, mais pas bienveillante. Et la différence que je fais entre les deux, la bienveillance, c'est considérer que là, ton bien-être est plus important que le mien. OK. Ouais. Donc ça, c'est très difficile. Par contre, avec mon équipe, je le suis. Donc, leur bien-être est vraiment prioritaire pour moi. Tu as évoqué tout à l'heure ChatGPT. C'est vrai que dans le secteur de la communication, ça évolue à une vitesse folle, que ce soit les IA, que ce soit les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on reste à la pointe de son secteur? Rester à la pointe de son secteur, c'est faire de la veille. Et de la veille technologique. Donc, quand l'IA est sortie et qu'on a parlé de ChatGPT et du Midjourney, de suite, on s'y est intéressé pour nous, mais également pour nos clients. Donc, on invitait le chef du projet Mélissa à l'époque, Christophe Lasseur, pour une conférence sur la survie de l'humanité par rapport au projet Mélissa, qui est la technologie d'économie circulaire la plus aboutie au monde. Et il nous demande un roll-up, en fait.
Et 36 heures à l'avance, c'était impossible parce qu'on a d'autres missions, évidemment, à côté de la leur. Et donc, on a dû leur dire non. Et puis, on s'est interrogé, on s'est dit, OK, mais si on fait appel à Midjourney, peut-être qu'on peut y arriver. Et donc là, de manière tout à fait transparente, on a demandé à Christophe Lassard et on lui a dit, OK, je pense qu'on peut répondre à ta demande, mais via l'intelligence artificielle, est-ce que ça te va ? Et il nous a répondu oui. Et le visuel qui est sorti était assez extraordinaire. Et mes collaborateurs me disaient, voilà, pour faire le même, il nous aurait peut-être fallu 2, 3, 4 jours. On l'a légèrement modifié et puis on en a fait un roll-up magnifique. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est incontournable, que celui qui ne prendra pas le tournant de l'IA en 2024, je pense, va avoir une perte de compétitivité énorme sur son marché. Et pour ChatGPT en particulier, donc là, nous formons à son utilisation et on en est très fiers puisque ce sont plusieurs dizaines d'entreprises aujourd'hui que nous avons fermées en intra et en inter. Et pour finalement, quel objectif ? Augmenter la productivité de l'entreprise, parce que ce que ChatGPT est capable de faire aujourd'hui est assez extraordinaire, et notamment au niveau des tâches répétitives, administratives, où finalement, toi et moi n'avons aucune plus-value. Notre plus-value est ailleurs. Et pareil pour les réseaux sociaux, je pense notamment à TikTok. Donc, est-ce que l'entreprise aujourd'hui a sa place sur un réseau social tel que TikTok ? Je pense que c'est incontournable également. Et donc, pour toutes celles et ceux qui penseraient que TikTok un réseau de jeunes, est un réseau de jeunes, d'influenceurs. Mais ça, c'est terminé. Donc, par exemple, les plus grands conférenciers au monde sont aujourd'hui sur TikTok. Les seniors sont arrivés en masse. Et donc, aujourd'hui, ma génération est bien présente sur TikTok. Et pour tous ceux qui penseraient que c'est dangereux d'être sur TikTok parce que les informations retournent par exemple en Chine, ou qu'il y a des problèmes de protection de données, j'ai envie de leur dire que c'est exactement la même chose avec Facebook. Et si on ne veut pas avoir de problème de protection des données, tout simplement, il ne faut pas se mettre sur les réseaux sociaux. Quel est l'accomplissement dont tu es la plus fière dans ton parcours entrepreneurial aujourd'hui et que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs ? Mon équipe. Sans aucun doute. Donner finalement la possibilité donc à des familles d'avoir des journées qui ne se ressemblent pas, de pouvoir évoluer dans une équipe qui soit sympa, avec des matières. Nous, on travaille dans 39 secteurs d'activité différents, donc c'est particulièrement aussi intéressant. Donc ma plus belle réussite, je pense que c'est mon équipe, et puis une certaine fierté aussi, d'être arrivée à, même si je sais qu'aujourd'hui IDD-Up ne sera jamais la plus grande agence de communication et de marketing au monde. Peu me chaud, en fait, c'est la mienne. C'est clair. Donc tu parles de ton équipe, je sais bien que tu as une équipe particulièrement jeune, composée de jeunes. Oui, tout à fait. C'est un choix ? Oui, l'avenir, c'est pas moi, je pense. L'avenir, c'est eux. Alors, je les accompagne, je les fais grandir, mais chaque jour, ils m'apprennent chacun quelque chose. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ils ont cette volonté, cette passion de toujours vouloir être à la pointe de leur secteur d'activité. Donc, c'est extrêmement important, en fait, pour les clients de pouvoir être accompagnés par des collaborateurs, par une équipe dont ils sont assurés qu'ils ont les dernières connaissances. Face aux inévitables défis de l'entrepreneuriat, quel était ton plus grand obstacle et comment l'as-tu transformé en opportunité ? C'est compliqué, Geoffroy, parce que le plus grand obstacle ici en Belgique, je pense que c'est le coût du travail. Si le coût du travail était moindre, je pense qu'on ne serait pas 6, on serait 15. Alors comment je l'ai transformé en opportunité ? Je pense que ça, c'est vraiment compliqué et je pense que c'est un frein et auquel aujourd'hui, je n'ai pas de réponse parce qu'il n'y a pas de réponse. Mais tu fais le choix de travailler avec des salariés. Certains de tes confrères ou consoeurs vont plutôt le choix de travailler avec des freelances. C'est aussi un vrai choix. Et tu peux... C'est la culture d'entreprise. Donc, c'est jamais la même chose. Ici, en fait, j'ai des collaborateurs qui aiment IDD-Up, qui sont impliqués, qui s'engagent au jour le jour. Je pense que c'est compliqué d'avoir le même engagement avec des freelances. Et même pour ma part, au niveau de l'encadrement, tu n'as pas le même plaisir, je pense, à
à travailler avec des freelances. Maintenant, c'est peut-être une croyance également de ma part. Mais voilà, et ici, un freelance ne bosse pas uniquement avec toi et c'est bien légitime. Donc, la culture d'entreprise, je dirais que c'est vraiment ça que j'ai souhaité mettre en place et qui m'anime chaque jour et à laquelle mes collaborateurs participent aussi. Parce que la culture d'entreprise a changé depuis 2018 et l'agrandissement du nombre de mes collaborateurs, enfin de l'équipe. Oui. Donc une question que j'aime particulièrement poser, c'est sur le fait que ici en Wallonie, beaucoup d'entrepreneurs sont trop souvent silencieux ou en tout cas n'osent pas se mettre en avant. J'aime bien la poser parce que ce n'est pas ton cas. Toi, tu es plutôt t'as un personal branding plutôt fort. Est-ce que c'est facile tous les jours justement d'avoir ce personal branding fort et de pouvoir avoir des avis, parce que toi qui as des avis assez tranchés, donc est-ce que c'est quelque chose de facile? Alors, à contrario de ce qu'on pourrait penser, je ne suis pas une extravertie. C'est vrai? Voilà, oui, non, je ne suis pas une extravertie, je ne suis pas introvertie non plus. Alors, un terme un peu... je vais dire à la con, on dit centroverti, mais voilà, je suis plutôt centroverti. Alors, c'est vrai que je n'ai jamais connu une entreprise qui voulait vendre des produits et des services et qui réussissait en restant dans l'ombre. Et puis, c'est vrai que j'ai plutôt une nature à vouloir partager. Okay. Donc, c'est vrai que je suis présente sur les réseaux sociaux, je suis surtout présente dans les cercles d'affaires. Et pas uniquement pour faire du business, pour échanger, pour écouter. Par exemple, au Spa Vauxhall, qui est vraiment le club le plus élitiste, je pense, vraiment un club d'exception en Wallonie. J'ai rencontré des gens là-bas, des entrepreneurs que je n'aurais jamais pu rencontrer autrement. Et donc, je vais à leur rencontre aussi pour apprendre, pour écouter, pour avoir un partage d'expérience et pour toujours performer. Donc voilà la raison pour laquelle je n'ai pas de difficulté à me mettre en avant. Et quant à mes décisions ou à mes opinions qui sont assez tranchées et que je partage volontiers, j'estime qu'à 53 ans, je m'en fous en fait. Donc je dis ce que je pense. Avec une réserve parfois, parce que je ne suis pas stupide non plus. Et voilà. Mais je n'ai pas besoin, en fait, que tout le monde m'aime. Maintenant, je laisse personne indifférent. Donc, soit on m'aime moins. Mais voilà, c'est ma philosophie et j'estime que maintenant, je peux dire les choses. J'ai l'âge. C'est plutôt cet objectif-là, justement, de ne pas laisser indifférent, alors. Oui, mais c'est pas une volonté en soi. C'est simplement que quand je pense quelque chose ou que je veux rebondir sur une publication ou sur ce qui a été dit, quel que soit le secteur d'activité, je le dis. Et même si aujourd'hui je considère que j'ai encore un devoir de réserve ou même de loyauté vis-à-vis du monde politique qui m'a employé, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est bien. Voilà, mais avec tact. Donc, j'ai toujours élevé mes enfants en leur disant, voilà, vous pouvez tout me dire, mais il y a la manière de dire les choses. Et je pense avoir toujours cette manière de dire les choses. Comment décrirais-tu, on a déjà un peu parlé de tes collaborateurs, mais ton style de leadership et son impact sur la culture de ton entreprise? Voilà, donc je t'ai parlé tout à l'heure de l'Acratie, d'entreprise libérée, et j'ai été très inspirée par Marc Vossen, l'ex-CEO de N-Group. Maintenant, est-ce que le Lacratie convient à tout le monde? Non, Geoffroy. Et j'ai eu des collaborateurs avec un profil, ils le disaient eux-mêmes, ils le disaient eux-mêmes, avec un profil plus d'exécutant. Et ça, c'est problématique dans une culture d'entreprise holacratique, parce que ça veut dire qu'ils n'aiment pas prendre des décisions, des initiatives, et que je ne suis pas du style non plus à te dire tous les jours ce que tu dois faire. Donc c'est un système qui est compliqué. Donc plusieurs entreprises à travers le monde bien connues, comme par exemple Harley-Davidson, ont eu des revers avec ce système de management-là. Donc je dirais plutôt aujourd'hui que j'ai un système de management collaboratif où chacun a son mot à dire, mais je ne vais plus aussi loin dans la culture d'entreprise holacratique. En dehors de ton rôle d'entrepreneur, quelle passion ou hobby enrichissent ta vie? Au niveau des hobbies,
depuis que je suis entrepreneur, j'en ai moins. Je ne vais pas aujourd'hui faire l'apologie de l'entrepreneuriat pour tout le monde. Donc, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Et je me posais la question dans un livre que je suis en train de lire et qui m'a été offert par un chouette entrepreneur aussi, qui s'appelle Jean-François Théâtre. C'est le livre de Michael Gerber. Et donc, je trouvais très intéressant ce qu'il disait. Il dit, donc, le mythe selon lequel la plupart des personnes qui créent une petite entreprise sont des entrepreneurs. Présupposé néfaste selon lequel une personne maîtrisant bien le travail technique d'une entreprise est capable de diriger une entreprise réalisant ce travail technique. Et donc, je pense que c'est assez vrai. Alors, aujourd'hui, est-ce que j'ai un bon leadership? Est-ce que je suis la meilleure personne pour être CEO de mon entreprise? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, en tous les cas, c'est que le métier d'entrepreneur est un métier qui est dur. qui est difficile à bien des égards, que je travaille énormément et qu'en termes de loisirs, j'en ai peu. Alors, j'en avais déjà peu avant dans les cabinets politiques parce que tu sais quand tu arrives, mais tu ne sais jamais quand tu en repars. Et donc, j'ai fait beaucoup de sacrifices, dont notamment une partie de l'éducation de mes enfants. Et je me souviens, le plus jeune qui a aujourd'hui 22 ans, à l'âge de 5 ans, un dimanche, me disait « Maman, j'aimerais tellement que tous les jours s'appellent dimanche ». Et donc, là, j'ai réalisé effectivement que c'était pas facile pour eux. Et en tant qu'entrepreneur, encore aujourd'hui, donc mes enfants ont 26 et 22 ans, mon fils me disait encore il y a pas longtemps, maman, est-ce que tu trouves normal que je doive prendre rendez-vous avec toi pour te voir? Donc ça, c'est la vie d'entrepreneur. Alors mes passions, oui, j'en ai, c'est la lecture. Maintenant, quand je lis une dizaine de pages, après je m'endors. Et j'ai le tennis de table. Ah oui. Donc en fait, je joue au tennis de table depuis l'âge de 7 ans. Mon papa était entraîneur. J'ai rapidement fait de la compétition. Donc voilà, c'est un sport en tous les cas qui m'anime. C'est le sport familial. Mon frère y joue aussi. Et d'ailleurs, pour la première fois ce soir, depuis 2020, eh bien, je reprends les entraînements et peut-être la compétition dans les semaines à venir. Ah, chouette. Voilà. Et donc j'ai l'esprit de compétition. Oui. Ça oui. Et donc quand je me mets à la table... En général, on ne me reconnaît pas parce que j'y vais pour gagner. Et donc, tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, je l'ai toujours fait pour gagner. Donc, participer ne m'intéresse pas. Je veux en fait atteindre l'objectif que je me suis fixé. Il n'y a pas un peu le foot aussi en tant que spectatrice? Ah oui, oui, j'aime beaucoup le foot. Donc, dès mon plus jeune âge, en fait, j'étais avec mon papa et mon frère au stade du Standard. Et oui, bah voilà, c'est mon club de cœur. Donc je suis une supportrice malheureuse depuis quelques années pour l'instant. Qui est parfois critique aussi, voilà, notamment. C'est ça. Et j'aime aussi le football international. J'aime Liverpool, j'aime la Juve. Donc oui, si vous voulez m'inviter à un match de foot, c'est avec grand plaisir. Mais pas Anderlecht, ça je peux pas. Comment gères-tu, tu viens un peu d'en parler, mais justement, comment gères-tu ou tentes-tu de gérer l'équilibre entre tes engagements professionnels et tes intérêts personnels? Oui, ça c'est... dit un message fort en disant, voilà, prendre rendez-vous avec toi par rapport à ton fils. Oui, c'est extrêmement compliqué. Et donc là, j'aurais encore bien besoin d'être coachée. Alors, Étienne Van de Kerkhove me disait, ah, Isabelle, tu dois absolument déléguer. Mais à un moment donné... pour déléguer, il faut grandir, il faut continuer à engager et c'est ce que je ne veux plus. Donc ici, on est très sollicité, on n'a plus l'occasion de répondre positivement à toutes les demandes des entreprises qui nous sollicitent. Donc ça, c'est mon gros challenge pour 2024, c'est arrêter de travailler entre 60 et 80 heures semaine parce qu'en fait, 6 mois, quand je me mets à mon bureau... ça ne me pose pas de problème parce que c'est une passion et que j'ai pas l'impression de travailler. Pour la famille, pour les personnes pour qui je compte, c'est compliqué. Et donc aujourd'hui, je suis professeure aussi, invitée à l'HEPL. Donc j'ai d'autres activités professionnelles qui développent. Et voilà, il faut que je rationalise tout ça et que je prenne davantage soin de moi. Et ça passe par la délégation ? Oui, sans doute, mais à partir du moment où mes équipes sont déjà full, je ne peux pas et je ne veux pas faire avec eux ce qu'on a fait avec moi, c'est-à-dire le mécanisme
de la double contrainte. Alors, quel est-il ? C'est à un moment donné, Geoffroy, de dire, mais enfin, vous êtes engagé pour 38 heures semaine, et il ne faut absolument pas travailler plus de 38 heures semaine, et puis d'un autre côté, leur donner du boulot pour 60 heures. Donc, c'est ça le mécanisme, la double contrainte, et donc ça, c'est pernicieux, et c'est hors de question de reproduire avec eux ce que moi j'ai vécu dans mes vies professionnelles précédentes en tant que salarié. Et au fur et à mesure que tu as connu le succès au niveau de ton activité entrepreneuriale, est-ce que tu as remarqué que le regard des autres, de ton entourage, changeait ou pas du tout ? Oui, je dirais que l'entourage familial, par exemple, de mes enfants, ils sont extrêmement fiers. Et élargi, oui, sans doute. Donc, j'ai l'image aujourd'hui d'une femme d'affaires. Alors, je ne sais pas si je suis une femme d'affaires, hein, mais en tous les cas, c'est l'image que j'ai. Et on vient davantage me solliciter pour des conseils. Beaucoup demandent de mentorat aussi. Je suis pas coach, ok. D'ailleurs, j'aime pas trop en fait ce terme de coach. Et de toute façon, je n'ai pas reçu la formation. Mais le mentorat, c'est quoi ? C'est le partage d'expérience. Et c'est vrai que ces 30 dernières années, j'ai quand même beaucoup de choses à partager, et notamment avec les jeunes. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté cette mission à la Haute École de la province de Liège comme professeur de marketing, de distribution. Et tu es une femme de réseau, on peut le dire. Donc, peux-tu donner ton avis sur l'importance justement du réseau d'affaires aujourd'hui ? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, c'est impossible à partir du moment où tu as des produits et des services à vendre de rester seul dans ton coin. Donc oui, c'est important pour promouvoir l'entreprise, pour promouvoir ses compétences, ses forces, ses talents. Mais comme je l'ai répété tout à l'heure, pas uniquement. C'est aussi avoir une écoute active par rapport à ce que les autres ont vécu ou vivent. Il n'y a pas très très longtemps, au SPA Vauxhall, je me suis retrouvée à côté de Benoît Lismonde, qui a une carrière extraordinaire, qui a développé Carrefour, Auchan et la marque Benetton en Chine et à Taïwan. Je l'écoutais et je me disais, mais enfin, c'est assez extraordinaire. Je parlais avec Roland Duchâtelet, il n'y a pas très longtemps aussi, qui me disait qu'il avait 8000 collaborateurs dans le monde. Et il me parlait de sa culture d'entreprise. Ce sont 3/4 d'heure que j'ai passé avec lui, extrêmement inspirant. Donc, le networking, c'est ça aussi. Ce n'est pas uniquement pour vendre ses produits. Et d'ailleurs, quand je me rends dans un event de networking, je n'y vais jamais pour vendre quoi que ce soit. La seule question que je me pose, c'est qui vais-je pouvoir aider aujourd'hui ? Et aider gratuitement, bien évidemment. Oui, tout à fait. Quelles sont tes valeurs personnelles qui orientent ta démarche entrepreneuriale au quotidien ? Je dirais que c'est la passion. La première chose, c'est la passion. La rigueur est extrêmement importante pour moi. C'est de ne rien laisser au hasard. L'expérience. L'expérience, c'est quoi pour moi ? C'est d'être passé là où les entreprises que j'accompagne passent, donc c'est de pouvoir les aider en connaissance de cause. L'audace, n'avoir ni obstacle ni limite. Je dirais que voilà, ce sont quelques valeurs qui m'animent, et certainement la culture du succès, c'est-à-dire ne jamais abandonner. Jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Y a-t-il une citation ou une pensée qui t'inspire particulièrement dans ta vie au quotidien ? Ah oui. Alors, j'en ai plusieurs, mais celle qui m'inspire depuis de très nombreuses années est une citation de Jean Cocteau qui dit la sagesse est d'être fou lorsque les circonstances en valent la peine. Donc ça, c'est vraiment une citation qui m'inspire dans ma vie de tous les jours. Comment envisages-tu l'évolution de ton secteur et du monde entrepreneurial en général dans les 10 prochaines années, et comment y vois-tu l'évolution d'IDD Up dans cette évolution ? On n'a pas de boule de cristal aujourd'hui. Quand on réfléchit à une stratégie pour un client, on est bien conscient que si on fait une stratégie à 18 mois ou 2 ans, alors qu'avant on pouvait faire des stratégies à 5 ou à 10 ans, on sait qu'on va être confronté à des paramètres extérieurs qui vont nous obliger de modifier, d'être agile et d'adapter.
Ici, l'intelligence artificielle est en train de rabattre aussi beaucoup les cartes dans notre métier, que ce soit au niveau graphique, identité visuelle. Je sais que j'ai certains de mes confrères qui utilisent même l'intelligence artificielle pour créer des publications. Je vais dire du copywriting. Par exemple, en ce qui concerne tout ce qui est secteur de traduction, je pense qu'eux sont en train de souffrir très fortement. Et ce n'est que le début. Donc voilà, on est dans un secteur qui est en pleine mutation et bien malin. Et celui qui va pouvoir en fait dire aujourd'hui ce que sera notre métier demain. Par contre, ce que je suis certaine, c'est que c'est un métier de communication. Et que la communication interpersonnelle ne sera jamais remplacée, en tous les cas, je l'espère, par de l'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, les entrepreneurs qui font appel à nous ont besoin d'être écoutés, ont besoin d'être rassurés, ont besoin qu'on les prenne par la main et qu'on prenne en général en charge tout l'opérationnel. Suite aux stratégies que l'on établit pour eux. Donc voilà, moi je suis pas très tracassée par le secteur. Si j'avais un conseil à donner aujourd'hui à ceux qui s'investissent dans le marketing, c'est de leur dire allez voir à l'international ce qui s'y passe. Intéressez-vous à tout. N'essayez pas de faire seul tout. D'assumer toutes les disciplines du marketing, spécialisez-vous. Et aujourd'hui, si même j'ai envie de donner un conseil aux jeunes, c'est spécialisez-vous dans le nudge marketing. C'est sans doute aussi l'avenir, ainsi que les neurosciences. Donc c'est difficile de répondre à ta question, tant notre secteur d'activité est vaste. Mais en tous les cas, aller à la découverte de ce qu'il y a de nouveau et d'utiliser les technologies. Elles seront de plus en plus présentes et incontournables dans les années à venir. Est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs tes trois fondamentaux de la réussite ? La confiance en soi au cœur des entreprises est vraiment stratégique. Alors, c'est quoi la confiance en soi ? C'est de pouvoir un jour se dire, OK, voilà les compétences que j'ai, celles que j'ai acquises par la formation de manière exhaustive, les forces, celles que j'ai acquises par l'expérience, et puis les talents, ce qui est inné chez moi. Chez moi, par exemple, le talent de l'écriture est inné depuis toujours ou presque. Donc ça, c'est la première chose. Bien s'entourer, c'est essentiel. Et donc, je ne parle pas de l'équipe ici. C'est d'avoir des personnalités, vraiment, des profils, tant au niveau comptable qu'au niveau bancaire. Donc, tous ces profils qui sont indispensables finalement dans l'accompagnement de ton entreprise. Et puis, le troisième point, je dirais les profils de tes collaborateurs, la manière dont tu les engages. Ici, le développement personnel est vraiment au cœur du recrutement. J'ai toujours engagé mes collaborateurs par rapport à leurs attitudes et à leurs comportements. Les attitudes et les comportements, tu les as ou tu ne les as pas. Les compétences, tu peux les acquérir. Alors, bien entendu que tous mes collaborateurs ont été engagés avec des compétences élevées, mais surtout avec un bon mindset et finalement tout ce dont on a besoin pour évoluer de manière épanouissante en équipe. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as reçu un jour et que tu aimerais partager avec un jeune ou moins jeune entrepreneur ? Une des premières choses que je partage avec mes étudiants lors du premier cours, c'est la curiosité, en fait, d'être curieux de tout. Et donc, la première chose que je leur partage, je leur dis, écoutez, voilà, vous venez d'entrer dans la classe, pour moi, vous n'êtes pas des étudiants. Vous êtes mes futurs collaborateurs ou potentiellement, j'ai une responsabilité par rapport aux entreprises qui vont vous engager d'ici 1 an, puisque ce sont les 2e bacheliers. Et je leur dis aussi, voilà, la manière dont vous vous présentez à moi, c'est la manière dont vous vous présenterez demain face à vos clients. Et dans le cadre professionnel, donc face à au directeur peut-être de la société, de l'agence que vous intégrerez. Donc c'est plutôt ça, c'est de leur expliquer ce qu'on n'apprend pas à l'école.
Et donc, par exemple, pour les examens, je leur dis, vous présentez à moi comme vous voulez. Pour moi, tenue de soirée ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais sachez que la manière dont vous allez vous présenter à moi, c'est la manière dont je considérerais que vous allez vous présenter dans votre entreprise ou mieux encore, devant votre client. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais voulu que je te pose ? Oui, peut-être un des livres les plus inspirants que j'ai eu l'occasion de lire. Oui. J'imagine qu'il est parmi ceux que tu nous as amenés aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais si je ne dois en citer qu'un, je citerai Les 4 accords Toltec. Donc, je suppose que c'est un livre que tu as lu. Oui. Voilà. Et donc, ça, c'est un livre qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a aidée dans mon parcours professionnel et personnel, et que j'offre encore assez volontiers aujourd'hui aux personnes qui m'entourent. Donc avoir la manière de communiquer vers les autres, faire très attention aux mots que l'on utilise pour ne pas blesser. Ne jamais prendre les choses de manière personnelle. Donc, j'étais quelqu'un qui avait plutôt tendance à faire les questions et les réponses. Maintenant, c'est terminé. Et aussi, mes collaborateurs me disent parfois, mais vous savez, je suis pas très en forme. Et je leur dis, c'est pas grave, faites ton mieux. Et faire de son mieux, c'est pas toujours être à 100%. C'est faire de son mieux en fonction des contraintes que l'on a, aussi bien au niveau professionnel que personnel. Donc voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup inspirée. Et pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui en ont entendu parler de loin, je ne peux que vous conseiller de le lire parce que ça a été une révélation en tous les cas pour moi. Ce sera une belle conclusion à ce podcast. Un grand merci Isabelle pour ce partage. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt. Merci beaucoup Geoffroy. Salut à tous.